m'appelle Claudie. À 44 ans, on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Dans ce podcast, je raconte sans tabou ma lutte contre ce crabe qui a bousculé ma vie. Épisode 4, l'opération, la colectomie. On va m'opérer le 3 février, une semaine avant mon anniversaire qui était le 10 février. Donc j'étais ravie que ça ne tombe pas, surtout le jour de mon anniversaire. Eh bien, on m'a fait cette opération un mois après l'annonce par la gastro-entérologue après ma coloscopie d'une tumeur cancéreuse. Et donc, on m'a prévu cette opération pour me retirer cette tumeur cancéreuse. On t'a donné des précisions sur cette tumeur, la grosseur de la tumeur, où est-ce qu'elle se trouvait précisément dans le côlon ? Alors, pas sur la grosseur de la tumeur. Je comprends simplement qu'il faut l'enlever et qu'il ne faut pas attendre. On m'a précisé simplement que ça se déroulait dans le côlon droit, mais ce qui ne m'étonnait pas puisque c'est là où j'avais, on va dire, mes douleurs. J'ai pas eu plus de détails que ça, sauf par le chirurgien donc, qui m'a opéré, qui m'a présenté de manière assez technique comment allait se dérouler l'opération. C'est-à-dire, ils ont un protocole qui est très clair. À partir du moment où la tumeur est décelée à un endroit, je sais que l'idée, c'est de retirer la tumeur, mais pas que. On retire aussi une partie saine, mais on préfère prendre large. Après coup, je saurais qu'on m'a retiré l'équivalent de 13 cm de côlon, mais pas d'inquiétude. On me précise aussi que le côlon, c'est hyper long. Je crois que ça fait entre 1 mètre et 1,50 m dans le corps, et que la partie en plus où est ma tumeur, c'est-à-dire à la fin du côlon, finalement à droite, c'est pas quelque chose qui est vital pour le corps. Donc pas de souci pour retirer ça. Alors cette opération, la colectomie, n'est pas une opération anodine, c'est sous anesthésie générale. On s'y prépare comment ? Eh bien, on va rencontrer l'anesthésiste quelques jours avant. Il va vous poser un tas de questions, effectivement, sur est-ce que vous êtes allergique à certains produits, est-ce que vous avez déjà subi des opérations, etc. J'ai le souvenir que le chirurgien m'avait donné toute une ordonnance de médicaments à prendre pour préparer le système digestif à cette opération. J'ai dû aller chercher à la pharmacie, je me souviens, 21 briquettes d'Oral Impact. Ça ressemble à du lait concentré et c'est vraiment pas bon. Mais c'est vraiment pour aider, on va dire, le système digestif à se préparer à l'opération. Le grand conseil que tu peux donner, qu'est-ce qui est le meilleur ? C'est le goût mangue, vanille ou chocolat ? Alors, il n'y a pas de goût particulier. Je sais qu'il y a dedans notamment de l'huile de poisson. Le goût ressort toujours, même ils ont beau mettre des saveurs. Pour moi, il n'y a pas de saveur meilleure que l'autre. Je sais juste que la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a pris ça, on n'a pas forcément faim après. C'est quand même assez protéiné, etc. Donc, tous les goûts sont pas bons, quoi. En dehors de l'Oral Impact, moi, le conseil que je donnerais, c'est aussi, pourquoi pas, de se rapprocher du nutritionniste et de se faire conseiller, en tout cas, pour vraiment préparer au mieux cette opération. L'idée, c'est surtout d'éviter de perdre du poids, d'arriver avec un poids plutôt stable, parce que forcément, vous en doutez, les jours suivants, même si vous... Alors moi, j'ai été surprise de ça, mais on n'a pas de régime particulier. Mais les premiers jours, on perd un peu d'appétit, etc. Donc c'est important, en tout cas, d'arriver en bonne forme et surtout... Voilà, bien manger avant, continuer à faire du sport, prendre soin de soi, surtout avant les opérations. Et alors l'opération, ça se passe comment ? L'opération, elle dure pas très longtemps. Moi, je me souviens d'avoir été endormie en tout et pour tout, peut-être 1 heure et demie, et de me réveiller en salle de réveil. Alors, c'était pas quelque chose d'agréable, mais je suis retournée rapidement quand même en chambre, et à mon grand étonnement, je ne suis restée que 3 jours à l'hôpital. Donc c'est pas beaucoup finalement par rapport à d'autres opérations. Les premiers jours, je me souviens, alors là je remercie aussi le médecin. Dès que je me suis réveillée, on m'avait mis sous morphine pour vraiment éviter la douleur, qui est plutôt liée à l'opération en elle-même, puisque ça se passe par cœlioscopie. On vous gonfle le ventre, on trifouille un peu dans votre ventre, donc quand vous vous réveillez, forcément vous avez quelques douleurs liées à ça. Et la morphine aide vraiment beaucoup, j'en ai eu je pense pendant à peu près 1 jour et demi, 2 jours. Et après, progressivement, on passe à d'autres médicaments moins forts. Mais en tout cas, le personnel médical est vraiment là, on va dire, pour éviter que vous souffriez. Et ils vous demandent toujours quel est votre niveau de douleur. Ils vont toujours chercher à éviter que vous souffriez. Donc ça, c'était vraiment agréable de pouvoir avoir cette morphine et de pouvoir passer ces quelques jours tranquillement, à se reposer. Et je remercie vraiment tout le personnel médical qui est vraiment précieux, à l'écoute et toujours de bons conseils pour que vous vous sentiez bien. Le système digestif se remet à fonctionner à quel moment ? Alors, aussitôt,
pendant les 2 ou 3 jours où vous êtes à l'hôpital, rapidement, les infirmières vont vous demander à quel moment vous allez avoir des gaz. L'idéal, c'est qu'il faut vraiment que vous réussissiez à refaire quelques gaz et à retourner à la selle. Et ça, moi, par chance, j'ai senti rapidement que ça s'est remis en route après avoir pu manger mes repas. Je me souviens d'avoir mangé le midi, le soir, même le petit déjeuner. Et à partir de là, j'ai senti effectivement que tout se remettait, on va dire, en ordre de marche. Et j'ai pu recommencer à aller à la selle dès le deuxième jour à peu près. J'ai pu recommencer à aller doucement à la selle. Donc là, ça voulait dire que là, ça réassurait tout le monde. Et d'ailleurs, le chirurgien, quand il est passé me voir, il était ravi de savoir que je commençais à réavoir des gaz. D'ailleurs, c'était un grand bonheur pour nous deux, hein. Ah oui, oui, le premier caca a été synonyme de victoire. Je dirais qu'on n'aura même plus trinqué au premier caca. Ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de régime particulier. Non, non, alors ça, c'est vraiment la petite histoire. Les hôpitaux, malheureusement, je pense des fois, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de régime particulier, alors qu'on était quand même dans un service où je venais quand même de me faire opérer du système digestif, il n'y a pas de régime particulier, non. Donc, dès le midi, on m'a demandé ce que je voulais manger et j'ai vu apparaître sur mon plateau repas une saucisse de Toulouse et de la purée. Autant vous dire que c'est peut-être pas le... Bon, même l'infirmière en a rigolé en voyant le plateau en disant « Bon, je suis pas sûre que dès le lendemain de votre opération, vous allez manger une saucisse, mais déjà, mangez surtout ce que vous pouvez. » La seule chose, effectivement, la mauvaise histoire, c'était la pomme. Donc, on m'a apporté une pomme au bout du deuxième jour. Et elle me faisait bien envie, cette pomme crue. Donc, je l'ai mangée. Sauf que 2 heures, 3 heures après, j'étais en diarrhée sévère. Et donc, j'ai vérifié sur Internet. Et en fait, j'ai vu que 2 jours après, il ne faut absolument pas une opération. Il faut vraiment réintroduire des fruits crus quelques jours après, mais certainement pas 2 jours après l'opération. Donc là, je me suis vraiment cantonnée à, on va dire, les premiers jours, manger de la purée, du riz, des pâtes. Donc plutôt des féculents pour pouvoir réadapter tout ça. Mais je dirais que c'est soi-même. On sait globalement ce qui nous fait envie et ce qui nous semble plutôt bon. Et là aussi, avec l'accompagnement du nutritionniste, on peut reprendre un régime vraiment classique. On revient sur la visite du chirurgien dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le chirurgien, de cette opération ? Alors, le chirurgien vient dans ma chambre. Il me dit qu'il est vraiment satisfait, que l'opération, elle s'est très bien déroulée. Il m'avait rappelé d'ailleurs que le fait d'avoir un métabolisme comme le mien, plutôt sain, de sportive, pas en surpoids, etc., ça aide aussi. Donc tout s'est très bien passé. Il a retiré ce qu'il avait à retirer, donc à savoir la tumeur, mais aussi une partie plus saine, comme je l'ai expliqué avant. Il me dit qu'il est satisfait parce qu'il n'a pas eu à me faire une 4e petite incision. Donc j'ai bien 3 incisions, une sur le ventre au-dessus du nombril et 2 petites incisions à gauche. Et normalement, il aurait dû faire peut-être une 4e incision qu'il n'a pas eu besoin de faire. Donc ça, c'est plutôt bien. En tout cas, il est satisfait de lui. Effectivement, je vais le voir après. C'est vrai que les cicatrices sont plutôt belles. Et là, il me dit donc qu'il a envoyé cette tumeur et cette partie saine en biopsie. Et autour de cette tumeur, d'ailleurs, il a pu gratter, ce qu'on appelle gratter, pour aller chercher des ganglions lymphatique, je crois, autour de la tumeur. Pour la biopsie, il y en a besoin minimum de 12. Et lui, il me dit pareil qu'il a pu en obtenir 18. Tous ces échantillons-là vont partir en biopsie. Et il me dit que j'aurai les résultats de la biopsie. En tout cas, rendez-vous est pris pour le 26 février prochain. Donc ça fait 23 jours à attendre. Et là, je crois que c'est 23 jours qui vont être vraiment très longs pour moi. L'attente est longue, forcément, parce que qui dit biopsie dit 2 possibilités. Soit la tumeur a été ôtée et autour il n'y avait rien, et donc on va dire que ça s'arrête là, peut-être avec un traitement ou quoi, mais en tout cas là c'est la réponse la plus basique, il n'y a rien d'autre. Soit il y a d'autres choses autour, et là ça implique forcément un traitement à plus long cours avec de la chimiothérapie, etc. Il faut attendre les 3 semaines. Pendant les 3 semaines, ça se passe comment ? Alors pendant les 3 semaines, donc comme j'ai dit, au bout de 3 jours, je rentre à la maison. Et là, il y a 2 choses. Je vais devoir avoir des piqûres quotidiennes pendant 28 jours pour éviter la coagulation. Et je dois également porter des bas de contention pour éviter la phlébite. Je suis encore assez faible, hein. Quand je rentre, je me sens encore assez fatiguée, j'ai du mal à me déplacer. Je peux marcher d'ailleurs rapidement. Les infirmières et le corps médical me disent qu'il ne faut pas rester allongé. C'est plutôt bien d'aller marcher, donc petit à petit on fait de plus en plus grandes marches, mais c'est important de rester debout et d'avoir une activité.
C'est bon pour que tout le système, on va dire, redémarre et marche bien. Mais effectivement, j'ai encore du médical, enfin des infirmières libérales notamment, qui viennent à la maison pour me faire des piqûres. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'il est tout à fait possible de ne pas rester à la maison, puisque nous, on est un peu des pigeons voyageurs et très vite, on a quand même besoin de ne pas... Comme on habite à 10 minutes de l'hôpital, bon, voilà, la maison et l'hôpital, pour s'évader de tout ça, on va pouvoir partir une semaine après. Tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas demander aux infirmiers et aux infirmières qu'ils te montrent comment on fait les piqûres pour que tu puisses, ou moi-même d'ailleurs, je puisse me piquer moi-même, mais j'en ai pas trop l'envie. Donc toi, en tout cas, tu deviens mon infirmier personnel et tu vas pouvoir me faire ces piqûres. Pendant un mois, et puis ensuite, on a la réponse à la biopsie. Oui, on a la réponse à la biopsie. Alors, je me souviens à chaque fois de chaque rendez-vous, comment ça se déroule. Je me souviens que le chirurgien a pris quelques vacances, donc au retour, il a bien déconnecté. Pendant le rendez-vous, il commence par réouvrir mon dossier. Il se souvient que, ah oui, il m'a retiré effectivement 13 cm de côlon, que la tumeur faisait 2,5 cm, donc elle n'est pas si grosse que ça, mais quand même. Et là, il découvre effectivement que le résultat de la biopsie révèle quelque chose. Je dirais malheureusement pour moi. Il révèle que à distance de la tumeur, il y a 3 nodules qui ont été découverts. Ces 3 nodules-là, ils sont métastasés. Ils sont vers le péritoine. Schématiquement, ça veut dire que la tumeur, elle a fait des petits et que ces petits, ils ont commencé à partir ailleurs. Métastase, donc un stade assez important de la maladie, quoi. Oui, alors c'est ce qui peut faire peur, c'est que qui dit métastase dit stade 4. Moi, je sais qu'il ne faut jamais aller sur Internet, mais quand on commence à lire ces stades, stade 4, vous dites, merde, en fait, ça y est, quoi, je vais mourir. C'est le stade le plus avancé. Mais non, en fait, on vous rassure en vous disant que non, alors oui, il y a un stade, effectivement, puisque c'est métastasé, c'est un dernier stade. Mais c'est pas quelque chose qui est généralisé, qui est partout. D'autant plus que les scanners et les TEP scans étaient plutôt rassurants. Il n'y avait pas d'autres choses qui avaient été repérées sur le poumon, etc. Donc, Parce qu'on te fait un premier TEP scan. Un TEP scan, c'est quoi ? alors le TEP scan, à la différence du scanner, c'est que le TEP scan, on va vous mettre dans le corps un produit qui réagit à base d'ailleurs de sucre. Et quand vous allez réaliser le scanner, les médecins vont pouvoir voir à quel endroit, on va dire, les tumeurs se sont installées. Donc c'est vraiment un scanner beaucoup plus poussé qui va permettre d'identifier partout dans votre corps s'il y a des cellules cancéreuses qui sont ailleurs. Et là, ce premier TEP scan, il est plutôt positif. Oui, il révèle rien de visible. Mais ce que vous disent les médecins quand même, c'est que, alors c'est rassurant, mais on va dire que c'est comme un iceberg. Donc on voit la partie qui n'est pas immergée, mais la partie immergée, il faut quand même aller la voir. Donc c'est rassurant, mais il y a un mais. Comme il y a quand même ces 3 nodules et qu'elles sont métastasées, le protocole il est assez clair. On va faire de la chimio, notamment en préventif, et aller chasser ces métastases et surtout aller éviter qu'il y en ait qui se soient propagées ailleurs. Il y a une inquiétude que tu ressens à ce moment-là ? Oui, parce que c'est un peu un deuxième coup de massue. C'est-à-dire que là, on vous réannonce que vous allez partir pour un protocole long. Et puis, je pense que moi, j'avais plutôt tendance à minimiser chaque étape. Donc, je me disais, bon, là, ça y est, la tumeur, elle est retirée. On s'arrête là, quoi. Donc là, de réannoncer qu'il y a quand même 3 choses qui ont été aperçues, forcément, c'est pas bon. Ça veut dire que ça s'est déplacé. Ça veut dire qu'on n'est quand même pas sur quelque chose de bénin. C'est le premier moment, d'ailleurs, où tu me poses la question un soir, est-ce que tu as peur de me perdre ? Oui, forcément. Dans des moments un peu bad, on pense toujours à la mort. Hein. On se dit, oui, est-ce que ce stade 4, il peut être grave ? Est-ce que, même si j'ai de la rémission, si ça revient plus fort, est-ce que je vais mourir, quoi ? Et parce que j'ai pas envie de ça, je suis encore trop jeune et j'ai encore plein de choses à vivre. Et notamment vis-à-vis de toi et de notre couple et de tous nos projets futurs, ouais, bien sûr. Bien sûr, ça fait peur. Mais on va se battre. On va toujours se battre, ça c'est clair. Et puis la chimiothérapie va aussi aider à soigner tout ça. À suivre, l'épisode 5, avant la chimio.